Bonjour, nous voilà encore ensemble dans une série de vidéos concernant cette fois les microcontrôleurs, en commençant dans cette première vidéo par les architectures des ordinateurs. Alors je vais commencer par donner un bref historique édifiant concernant les ordinateurs. Viendra ensuite la description d'un système minimum à base de microprocesseurs qui nous permettra d'introduire ensuite les microcontrôleurs avec pour finir deux exemples d'architecture, à savoir celle d'IPIC 16F 8 bits de microchip et des AVR Atmega 8 bits d'Atmel, du fabricant Atmel. Donc le sommaire qui sera donné en description de cette vidéo vous permettra de passer directement vers n'importe quelle section de la vidéo. Par exemple, vous pouvez sauter l'historique et passer directement à l'architecture des microcontrôleurs ou des systèmes minimums microprocesseurs. Donc commençons par un bref historique des ordinateurs. Je vais résumer certains faits marquants en commençant par les prémices d'informatique au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, je m'excuse, du XVIIe au XIXe siècle, puis les prémices de l'informatique jusqu'à la naissance de l'ordinateur avec l'architecture de Von Neumann. On peut considérer, pour moi, je considère que les premiers pas des systèmes informatiques ont été réalisés par Leibniz au XVIIe siècle, qui a mis au point une arithmétique binaire et inventé la machine qui porte son nom, qui permet d'automatiser les opérations de multiplication et de division, donc avec une machine qui est à base de cylindres à dents, donc ils sont à longueur inégale. Alors pour montrer l'ingéniosité de son invention, c'était à l'époque, c'était en 1600, donc je vais lancer une petite vidéo qui montre l'utilisation de cette machine, donc pour une opération de multiplication, et ça montre vraiment l'ingéniosité de cette machine. Nous allons donc faire une multiplication avec cette machine TIM à cylindre de Leibniz. Donc par exemple 365 multiplié par 76. Donc on commence par mettre le levier sur addition. On entre 365 et on va multiplier par 76, donc d'abord par 6 unités. Et maintenant, on va multiplier par 7 dizaines. Et donc 365 multiplié par 76, ça fait 27 740. Merci à Yves Serra pour la vidéo. Donc le principe est ingénieux. Donc au départ, donc le capot il est dans la position unité. Donc on tourne la manivelle autant de fois qu'on désire faire la multiplication. Et après, on a tourné 6 fois pour multiplier par 6. Pour les dizaines, on fait bouger le capot pour changer de cylindre. Donc on fait les multiplications par autant de fois. Donc on tourne la manivelle autant de fois qu'on veut faire la multiplication des dizaines, puis on déplace pour les centaines et ainsi de suite. Et on retrouve le résultat ici à la fin. Donc c'était ingénieux. Alors la deuxième date qui est importante toujours entre le XVIIe et le XIXe siècle, c'est la date marquante de l'invention de la fabrication, et de la fabrication bien sûr, de la machine analytique par les chercheurs Charles Babbage et la chercheuse Ada Lovelace. Donc ici l'image de cette machine analytique fabriquée en 1871 qui était à base de cartes perforées. Donc Ada Lovelace a d'ailleurs créé le premier véritable programme informatique au monde basé sur le principe d'itération successive pour l'exécution d'une opération. Donc c'était le premier véritable programme informatique. Alors, toujours au XIXe siècle,
Le calcul logique a vu le jour avec George Boole et ses publications. Donc, il a publié 2 livres dans le sujet et qui a créé une logique de calcul booléenne basée sur le 1 pour vrai et le 0 pour la valeur faux. Donc, ce calcul logique devient le cousin du calcul arithmétique. Donc, il va utiliser d'autres opérateurs que ceux utilisant dans le domaine arithmétique. Dans le domaine arithmétique, on a la division, la multiplication, la soustraction, tout ça. Dans le domaine logique, il y a d'autres opérateurs. L'opérateur OU, l'équivalent de la somme binaire. Le et, c'est le produit binaire. Le non, c'est le bar, le changement de signe, et ainsi de suite. Donc ça, c'était vraiment une étape très importante, donc qui a précédé la naissance de l'ordinateur. Donc dans les années 40, on a vu la naissance de ces premiers ordinateurs avec l'ENIAC pour Electronic Numerical Integrator and Computer, donc qui permettait de faire 330 multiplications par seconde. Donc il pesait 30 tonnes et occupait 112 mètres carrés pour 140 kilowatts. Donc ça, c'était lourd comme ordinateur, comme le démontrait l'image. Mais avec l'invention du transistor en 1947 par les chercheurs Brattain et Shockley, donc on a pu fabriquer des ordinateurs qui sont un petit peu moins volumineux. Donc le premier qui a été fabriqué en collaboration avec le mathématicien von Neumann, c'était la machine EDVAC. Donc pour Electronic Discrete Variable Automatic Computer, donc avec la première notion de mémorisation. Donc c'était une machine qui était capable de mémoriser 1024 mots en mémoire avec 20 000 mémoires magnétiques. Donc maintenant, avec l'apparition, comme on a dit, du transistor en 1947, donc cette apparition va révolutionner l'informatique en permettant de fabriquer des ordinateurs moins encombrants et qui consommaient moins avec les dates particulières suivantes, pour moi bien sûr, personnellement. Donc 1956, c'était la création du premier ordinateur à transistor, le TRADIC. En 1956, c'est le premier disque dur IBM qui a été commercialisé. Et en 1957, la création du premier langage de programmation universel, le Fortran, et la démonstration du premier circuit intégré par Texas Instruments en 1958. Dans les années 60, donc le mot, en 1962, le mot informatique a été utilisé pour la première fois donc, par Philippe Dreyfus. C'était un mot qui était l'assemblage de deux mots, information et automatique. Ça a donné le mot informatique. Vient ensuite la date de 1964 avec la création du langage basique. C'est un langage que j'ai connu moi-même dans les années 80, quand j'ai commencé à programmer. Il a été créé par Thomas Kurtz et John Kemeny. C'était en mode ligne de commande. Toujours en 1964, la création du code ASCII qui permettait le codage des caractères. Donc, ça donnait un code binaire à chaque caractère qu'on retrouve sur un clavier. Puis en 1966, la création du langage de programmation Logo. Et enfin, en 1969, la création d'Unix, système d'exploitation par Kenneth Thompson et Dennis Ritchie. Donc, c'était la base de Linux, le système d'exploitation open source. Dans les années 70, il y a eu la mise en vente du premier microprocesseur, c'est le 4040 par Intel. Donc, le voilà, c'était un tout petit microprocesseur. En 1972, le premier logiciel de courrier électronique par Ray Tomlinson et Bill Gates et Paul Allen ont créé leur compagnie Trade of Data Future. C'était le Trade of Data, c'était le futur Microsoft. C'était en 1972. Et la date la plus importante pour moi, c'était 1976. Steve Jobs et Steve Wozniak qui finissent leur ordinateur Apple Computer. C'était le premier ordinateur personnel. Ils fondent la société Apple. C'était le premier ordinateur qu'on pouvait avoir chez soi. Donc, c'était une unité centrale avec clavier et qui se branchait sur votre télévision.
En 1981, lancement du système d'exploitation MS-DOS par Microsoft, en collaboration bien sûr en collaboration entre Microsoft et IBM. Maintenant, on revient à quelque chose de très important dans l'historique des ordinateurs, c'était l'architecture de von Neumann en 1945. Donc, ce mathématicien, il a révolutionné le monde des ordinateurs en proposant une architecture qui porte d'ailleurs son nom et qui est basée sur le principe de la séparation entre le stockage et le processeur. C'est-à-dire le processeur qui va exécuter les instructions, il est indépendant de la mémoire qui contiendra aussi bien les instructions que les données. Donc voilà son architecture. Donc il est basé sur 4 composants. Il y a l'unité arithmétique et logique, ou unité de traitement, dans son rôle d'effectuer les opérations de base, arithmétique et logique. Il y a une mémoire qui est bien sûr l'unité de stockage externe, donc unique à la fois pour les données et le programme. Donc c'est elle qui va indiquer à l'unité de contrôle quels sont les calculs à faire. Donc il va indiquer à l'unité de contrôle quels sont les calculs à faire. C'est entre guillemets le décodage d'adresse, le décodage d'instruction. Excuse. Il y a l'unité de contrôle qui s'occupera du séquençage des opérations et un dispositif d'entrée-sortie, donc une interface d'entrée-sortie qui permettra à notre système, un processeur de communiquer avec l'extérieur. Le tout, il partage un bus de données et un bus d'adresse qui est commun à tout le monde. Donc on voit bien que le bus d'adresse, il est toujours entrant pour le processeur et je m'excuse, il est toujours sortant pour le processeur et entrant pour les mémoires et les interfaces, tandis que le bus de données, il est bidirectionnel. Donc on va revenir en détail à ce type d'architecture en parlant cette fois de celle adoptée pour les microprocesseurs actuellement. Donc d'ailleurs c'est la prochaine étape. Donc on va passer aux choses sérieuses avec cette étape, avec la description de l'architecture actuelle des systèmes à microprocesseurs, en commençant par un rappel sur les mémoires, puis en décrivant l'architecture proprement dite. Donc les mémoires sont, comme tout le monde le sait, les éléments permettant la sauvegarde des données en quantité variable. Donc ce sont des circuits intégrés. On va parler des mémoires en circuits intégrés. Donc pour cela, on peut schématiser ou considérer une mémoire comme un ensemble de cases, donc un ensemble de cases mémoire comme un tiroir, donc comme les casiers d'un tiroir. Alors à cette étape, il est très important de distinguer entre deux concepts, ou deux termes, la notion d'adresse et la notion de donnée. Donc il faut différencier entre c'est quoi une donnée et c'est quoi une adresse. Alors une donnée, tout simplement, elle représente l'information qui sera stockée dans chaque case mémoire, c'est-à-dire qui sera mise dans le casier. Les informations qui seront stockées dans la mémoire, on les appelle les données. Maintenant, l'adresse, c'est quoi l'adresse? L'adresse, elle représente, elle aussi, un mot binaire. Mais ce mot binaire, il permettra de localiser la case mémoire correspondante à chaque donnée. C'est comme notre tiroir. Si on a des tiroirs et on met des informations dans ces tiroirs, par exemple, ce tiroir-là, on va y mettre les données clients, et ce tiroir-là, on va mettre les factures. Donc, une fois les tiroirs fermés, on a tendance à oublier où se trouvent les factures, où se trouvent les informations clients. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre des étiquettes sur les tiroirs. Donc, les casiers, les tiroirs, on va mettre des étiquettes. C'est l'équivalent de l'adresse. Par exemple, ici, la case mémoire donnée 1, elle aura une adresse X. Et la case mémoire qui va contenir la donnée 2, elle aura une adresse Y. Et comme ça, cette adresse permettra de localiser la case mémoire correspondante à la donnée qu'on désire écrire ou qu'on désire lire. Donc, alors voilà, donc c'est pour ça qu'on aura deux bus. Pour la mémoire, on aura deux bus. Donc on aura un bus d'adresse. Donc pour accéder à la mémoire, on commence par fournir
l'adresse mémoire. Donc, toujours le bus d'adresse qui est entrant. Donc, on fournit à la mémoire l'adresse qu'on désire lire ou qu'on désire écrire. Donc, via le bus d'adresse qui entre. Ensuite, donc, avec le signal read-write qui est là, donc avec le signal read-write, read, donc on va mettre ici un 1 si on veut lire, write, on va mettre un 0. On va donner l'ordre, par exemple, si on veut lire cette adresse mémoire qu'on a fournie, donc on va mettre ici ce bit, cette entrée-là, on va le mettre à 1. Donc automatiquement la mémoire, elle va, le bus, fournir la donnée qui est dans cette adresse. Par exemple, je vais prendre l'adresse X et l'envoyer sur le bus d'adresse, et je vais mettre read à 1. Automatiquement la mémoire, elle va récupérer la donnée qui se trouve dans cette adresse, elle va me la fournir sur le bus de données. Donc le bus de données à ce moment-là, il sera sortant. Maintenant, si je veux écrire la donnée 2 à l'adresse Y, les étapes sont les suivantes. Je fournis d'abord l'adresse Y, après, je fournis la donnée que je veux écrire, à ce moment-là, le bus sera entrant, et je donne l'ordre d'écriture, ça veut dire 0. Donc c'est pour ça que pour une mémoire à lecture et écriture, le bus de données sera bidirectionnel. Donc on distingue un signal chip select qui peut changer de nom. Ça peut être output enable, chip enable ou chip select. Donc il permettra de sélectionner le circuit ou de mettre haute impédance, c'est-à-dire de débrancher des bus. Donc si on met ici 0, c'est-à-dire le chip il est activé, c'est-à-dire il est relié à ces bus. Et si on met 1, donc il est désactivé des bus qui deviennent en haute impédance. On va voir le rôle de ce chip select quand on va aborder l'architecture à microprocesseur. Donc chaque circuit mémoire est caractérisé généralement par son organisation, c'est-à-dire le nombre de mots binaires qu'on peut stocker et la longueur de chaque mot. Par exemple ici, dans cet exemple, puisque le bus d'adresse contient P bits, supposons qu'on a un bus d'adresse qui contient 3 bits. Avec 3 bits, je peux faire 8 combinaisons, c'est-à-dire 2 à la puissance 3. Et j'aurai à ce moment-là 8 adresses. Donc le nombre de mots binaires que je peux stocker, je vais le déduire du bus d'adresse. C'est 2 à la puissance P. Maintenant, la longueur du mot que je vais stocker dépendra du bus de données. Donc ici, n bits. C'est pour ça que pour cette mémoire, si je veux exprimer son organisation, voilà comment je vais l'exprimer. Cette mémoire, elle est organisée comme suit. Elle contiendra 2 à la puissance P mots de n bits. C'est-à-dire chaque mot contiendra n bits. Donc, de l'organisation, on peut déduire maintenant la capacité. Donc, c'est la quantité d'informations qui sera stockée en bits. Elle peut être exprimée soit en bits, soit en octets. Un octet, c'est 8 bits. Il y a aussi kilobits, c'est 2 à la puissance 10, et ainsi de suite. Donc, par exemple, pour cette mémoire, la capacité, c'est 2 à la puissance P fois n bits. Tout simplement. Je prends le nombre de mots et je multiplie par la donnée qu'il y aura dans chaque mot, la taille de la donnée qu'il y aura dans chaque mot. Donc, la dernière caractéristique du mémoire, c'est le temps d'accès, c'est-à-dire le temps qui s'écoulera entre la demande d'information et le moment où il sera effectif vraiment au niveau du bus. Donc, ces mémoires-là, on distingue en général 4 grands types de mémoires. Il y a les mémoires ROM, donc ce sont des mémoires ROM, comme leur nom l'indique, Read Only Memory, c'est-à-dire une mémoire à lecture seule. Le contenu est fixé à la construction, donc, et la mise sous tension, ou je m'excuse, la mise hors tension de l'alimentation ne va pas altérer le contenu, donc elle va conserver son contenu même en cas de mise hors tension. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois mémoire morte. Alors, par exemple, prenons cette mémoire, la TMS 4800. Donc, on voit les broches de sélection, output enable. Il y a 2 broches de sélection. Mais vous remarquerez qu'il n'y aura pas de read ou de write. Parce qu'elle ne sait que lire. Donc, c'est pour ça que le bus de données sera toujours sortant de la mémoire ROM. Alors, essayons de déterminer son organisation et sa taille ou sa capacité. Donc, voilà le bus d'adresse, les A. Donc, ça commence je recherche le A0, non.
Donc, il y a A1, de A1 jusqu'à A11. Ça veut dire qu'il y a 12 bits sur le bus d'adresse. Ça veut dire qu'on aura 2 à la puissance 11 mots. Maintenant, bus de données, c'est de output 1 à output 8, ça veut dire 8 bits. Donc, ce qui donnera cette organisation de la puissance 11 mots de 8 bits. Si je veux rechercher la capacité, donc c'est 2 à la puissance 11 fois 8. 8, je le remplace par octet. Et 2 à la puissance 11, c'est 2 kilos. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance 10, c'est 1 kilobit. Et voilà, donc là, c'est une mémoire de 2 kilooctets. Donc, vous remarquez que la capacité ne donne pas nécessairement l'organisation. Donc, quand on dit 2 kilooctets, donc c'est pas obligatoirement que c'est organisé en 2 kilomots de 8 bits. Ça peut être une autre organisation. Donc voilà, deuxième type de mémoire qu'on retrouve, c'est la RAM, Random Access Memory. Donc c'est une mémoire accès aléatoire, donc elle est à lecture et écriture. Donc je peux lire dans cette mémoire et je peux écrire dans cette mémoire. Bien sûr, le bus de données sera bidirectionnel, mais c'est une mémoire vive. Ça veut dire qu'elle va perdre toutes les informations qui seront stockées à l'intérieur dès sa mise hors tension. Donc dès qu'elle est mise hors tension, donc le contenu est perdu. Donc on retrouve le output enable et le chip select. Je m'excuse. Et là, c'est au lieu de read ou write, on a write enable et output enable. Write enable pour la commande d'écriture, output enable pour la commande de lecture. Donc pour le bus d'adresse, il est de A0 jusqu'à A9, donc ça veut dire on aura 2 à la puissance, non, jusqu'à A10, c'est-à-dire on aura 2 à la puissance 11 mots. Et pour les données, vous voyez bien, ici c'est input-output, c'est-à-dire lecture-écriture, c'est de 0 jusqu'à 8, donc c'est à peu près la même taille que la mémoire ROM, de la puissance 11 mots de 8 bits, c'est-à-dire 2 kilooctets. Maintenant, actuellement, sur le marché, surtout dans les systèmes embarqués, on n'utilise pas des mémoires à accès parallèle, c'est-à-dire avec bus d'adresse et bus de données. On retrouve des mémoires, donc le troisième type de mémoire qui existe, ce sont les mémoires EEPROM, qu'on peut retrouver sous cette forme, c'est-à-dire avec un bus d'adresse, un bus de données, c'est-à-dire on aura un accès parallèle. Mais ce qu'on retrouve actuellement surtout, ce sont des mémoires EEPROM série, c'est-à-dire avec un accès série. Celle-là, la AT25C32A, son organisation, c'est 4 kilomots de 8 bits, mais vous regardez son brochage. Donc, c'est une mémoire I2C, c'est-à-dire elle est accessible via un bus I2C. C'est un bus de communication série synchrone. Donc, l'avantage, ça permet de diminuer le câblage, le nombre de broches, le câblage, et donc ça diminue la consommation. Ça, c'est l'adresse de la mémoire I2C. Pas l'adresse des données, l'adresse de la mémoire I2C, parce que dans un bus I2C, on peut brancher plusieurs mémoires. Une mémoire des afficheurs, des horloges temps réel. Donc, ça, c'est l'adresse de la mémoire au sein du bus I2C. C'est différent des adresses mémoire qui se trouvent à l'intérieur. Alors, l'accès à la mémoire se fait à travers le bus I2C. Donc, ce type de mémoire, ils sont effaçables et programmables électriquement. Donc, ils combinent les avantages de la RAM avec la ROM. Et la dernière catégorie de mémoire qu'on va voir, ce sont les mémoires flash. Donc aussi, ce sont des mémoires qui sont à lecture-écriture électrique, donc pas programme. Et aussi, on peut les retrouver sous forme série. Donc là, c'est une mémoire SST25LF020, 2 mégabits. Cette mémoire, elle se connecte via le bus SPI. Donc, le bus SPI, il y a 4 broches pour le bus SPI. Broche de sélection, master out, slave in, master in, slave out, et l'horloge. Donc, j'ai essayé de donner les 3 exemples de mémoire qu'on peut retrouver. Là, ce sont des mémoires qu'on va retrouver dans des cartes mères, accès parallèle, rapide. Et là, ce sont des mémoires qu'on va retrouver dans des systèmes embarqués à base de microcontrôleurs
étendre la capacité de mémoire de votre système, soit avec des mémoires EEPROM, soit avec des mémoires flash série, sur bus I2C ou sur bus SPI. Donc maintenant, passons à l'architecture du système minimum à micropros. Donc la figure suivante représente cette architecture. Donc elle est typique et elle sera la base des architectures des microcontrôleurs. Donc on retrouve ici notre micropros, donc qui est là, avec bien sûr son unité arithmétique et logique. Ce dernier doit exécuter les instructions qui sont indiquées par un programme donné. Or, puisque, en suivant von Neumann, donc, la mémoire elle sera séparée du microcontrôleur, donc le microprocesseur. Donc, le microprocesseur n'est nullement, à l'intérieur, il n'est nullement équipé de mémoire. Donc, il n'y a pas de mémoire pour stocker. Donc, il a besoin pour fonctionner alors d'un plan mémoire externe. On appelle ça un plan mémoire externe qui est constitué typiquement de 3 types de mémoire. Donc, le premier type de mémoire, c'est la mémoire ROM flash. Donc avant, on faisait les mémoires ROM, maintenant, ce sont les ROM flash. Donc on l'appelle la mémoire programme. Donc, c'est la mémoire programme. Pourquoi? Parce qu'elle contiendra le programme qui sera exécuté par le microcontrôleur. Donc, c'est une mémoire. Donc, quand je téléverse mon programme, c'est une mémoire flash, mais une fois le programme téléversé, elle devient une mémoire ROM, c'est-à-dire elle devient une mémoire à lecture seule. Donc à ce moment-là, le microcontrôleur, à travers son séquenceur d'adresse, donc il va communiquer avec la mémoire flash pour récupérer, à travers les bus de données, il va récupérer les différentes instructions, le code machine, les différentes instructions qu'il va exécuter. Donc, micropros, le programme qu'il va exécuter, il sera stocké dans la mémoire ROM flash. Maintenant, on a besoin d'un deuxième type de mémoire, à savoir la mémoire RAM. Cette mémoire RAM, son rôle, c'est le stockage des données temporaires. Les données temporaires avec lesquelles on va travailler. Par exemple, quand on fait un calcul, on veut stocker le résultat de ce calcul, on va le stocker dans la mémoire RAM. Quand on va lire, par exemple, la donnée provenant d'un capteur, on va la lire et on va la stocker dans la mémoire RAM. Alors, on va dire que la mémoire RAM, c'est une mémoire vive, c'est-à-dire qu'elle va perdre les données dès qu'on va mettre le système hors tension. Pas de problème. Pourquoi pas de problème? Parce que les données qui ont été stockées dans la RAM, ils ont été stockées suite à l'exécution de notre programme, qui est dans la mémoire flash. Donc, quand on remet à zéro le système ou quand on le met hors tension, dès qu'on va le remettre sous tension, le programme va se réexécuter, encore une fois, et on va restocker les données dont il a besoin dans la RAM. Donc, c'est obligatoire, on a besoin de la mémoire RAM pour stocker les données temporaires. Alors, parfois, dans certains systèmes, on a besoin de stocker des données, mais qui doivent rester, qui sont permanentes, et qui doivent rester même en cas de coupure d'alimentation. Par exemple, j'ai un système, mon système micropros qui est au fait, il s'agit au fait d'une serrure, d'un système d'alarme connecté à un clavier. Donc, par exemple, quand il veut activer son système d'alarme, l'utilisateur doit saisir un code. Donc, par exemple, le code 1, 2, 3, 4. Donc, quand il va saisir le code 1, 2, 3, 4, il sera stocké dans la mémoire RAM et il doit être comparé avec le vrai code du système d'alarme. Alors, si le vrai code est lui aussi stocké dans la RAM, donc on va les comparer les deux codes et on va voir, bien sûr, ça c'est le programme qui va le faire. Alors, supposons qu'en cas de coupure du courant ou en cas de mise hors tension, le bon code, le code d'origine qui était stocké dans la RAM, il est perdu. Donc, je dois encore une fois le retélécharger, donc c'est pas pratique. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser une mémoire EEPROM. Donc, c'est toujours une mémoire de données. Mais les données qu'on va stocker dans cette mémoire sont des données permanentes. Ça peut être comme l'exemple qu'on a vu il y a quelques instants, le code d'un système d'alarme, comme ça peut être des données de configuration, des données de paramétrage. On veut faire de l'asservissement de température. On va stocker ici les températures seuil, on veut faire l'asservissement de pression, des trucs comme ça. Donc, on peut stocker ici des données de paramétrage qu'on désire conserver, même en cas de mise hors tension.
Et donc ça, c'est notre plan mémoire. Résumé, un plan mémoire pour un microprose, une mémoire flash RAM pour le programme, une mémoire RAM pour stocker les données temporaires, et une mémoire EEPROM pour stocker les données permanentes. Alors, il y a une question qui m'a été posée il y a quelques temps par un étudiant. Et il m'a dit, mais pourquoi je vais m'embrouiller avec un mémoire EEPROM? Puisque la mémoire flash est à écriture et à lecture, pourquoi je ne stocke pas mes données permanentes? Je ne les stocke pas dans la mémoire flash. Donc, c'était une bonne question. Alors, la réponse, elle est simple. La mémoire flash, quand on dit qu'elle est à lecture et à écriture, donc on écrit dans la mémoire flash en une seule traite. Donc, on va écrire tout le programme dans la mémoire flash. Donc, on va écrire dans toute la mémoire flash en une seule traite. Une fois on écrit, donc, on désactive le mode écriture, on passe au mode lecture. Donc, ça devient une mémoire RAM. Et je ne peux pas de temps en temps venir, écrire, effacer, tout ça, comme je peux le faire dans des instructions. Donc, il y a des bibliothèques qu'on va appeler dans les TP et qui nous permettront d'écrire, effacer, lire la mémoire pendant le programme. Là, la mémoire flash ne peut pas faire ça. D'ailleurs, pour la programmer, on doit appliquer certaines tensions spécifiques. Je téléverse mon programme, donc je téléverse mon programme, tout mon programme dans la flash, et après, ça devient une RAM. Donc, je ne peux y écrire ou y accéder qu'en une seule traite. Pour écrire mon programme, et après, ça devient une RAM. Donc, voilà pour le plan mémoire. Programme, données temporaires, données permanentes. Maintenant, à côté du plan mémoire, on a besoin d'interface d'entrée-sortie. Pourquoi on a besoin d'interface d'entrée-sortie? Pour la simple raison qu'on ne peut pas commander directement nos périphériques. Pourquoi? Parce que tout le système microprose, il partage le même bus d'adresse et le même bus de données. Donc, on va voir que c'est le décodage d'adresse qui fera la sélection avec quel circuit le microprose va travailler. Alors, supposons que je veux commander une simple LED. Je branche la LED directement sur le bus de données, sans interface. Donc, à ce moment-là, à chaque fois que je travaille avec la RAM ou les PROM ou que je fasse quelque chose avec le bus de données, si j'envoie des données, par exemple, vers la RAM, ces données partiront directement vers la LED, même si je ne veux pas commander la LED. C'est pour ça que je mets entre les périphériques et les bus, je mets une interface d'entrée-sortie qui permettra de communiquer à travers le périphérique, avec les périphériques. Alors maintenant, le décodage d'adresse. Alors, le décodage d'adresse, lui aussi, il a une certaine importance. Pourquoi il est important? Pour la simple raison comme on a dit qu'ici, on a tous les bus d'adresse et les bus de données qui sont reliés au même bus d'adresse et au même bus de données. Par exemple, le microprose veut travailler avec la RAM. Donc, il veut écrire une donnée dans la RAM, par exemple. Il va envoyer l'adresse via le bus d'adresse. Il va envoyer la donnée via le bus de données. Mais cette adresse-là, elle a été récupérée par la RAM, par les PROM et par l'interface d'entrée-sortie. Mais lui, il veut travailler uniquement avec la RAM. Donc, c'est ça le décodage d'adresse. Donc, il récupère une partie de l'adresse et comme ça, comment il saura avec quel circuit le microprose veut travailler en fonction de l'adresse qu'il fournit. Il détecte le circuit, par exemple, dans notre cas, il va détecter que l'adresse qui a été fournie, c'est celle de la RAM. Il va automatiquement sélectionner la branche de sélection de la RAM. Il va mettre ici 1, 0. Il va mettre ici, dans les autres branches de sélection, il va mettre ici 1, 1, 1. Le fait de mettre 1 dans la branche de sélection va débrancher la mémoire flash, par exemple, du bus. Donc, le bus sera en haute impédance. Donc, la flash sera débranchée, EEPROM sera débranché, et l'interface d'entrée-sortie sera débranchée. Et seule la RAM aura accès au bus de données, au bus d'adresse. Si, par exemple, il veut communiquer avec un périphérique, il va envoyer l'adresse correspondant à l'interface. Le décodeur d'adresse va détecter cette adresse et va activer uniquement l'interface d'entrée-sortie. Désactive les PROM, désactive la RAM, désactive la flash. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire qu'on arrive à gérer cette architecture via ce décodage d'adresse.
Et d'ailleurs, il y a un exercice avec lequel je vais finir la vidéo et qui permettra vraiment d'expliquer clairement ce principe-là. Donc maintenant, pour que ce microprocesseur fonctionne, on a dit, on lui a donné ses mémoires, on lui a donné son interface et on a ajusté son décodeur d'adresse. Maintenant, pour qu'il fonctionne, il a besoin de deux autres choses. Il a besoin d'une horloge pour fixer sa fréquence de fonctionnement. En général, c'est une horloge à base d'oscillateur Pierce qui a besoin qu'on paramètre avec un quartz. Et le deuxième montage dont on a besoin, c'est un montage de remise à zéro, en général avec bouton poussoir manuel, qui permettra de remettre à zéro le microcontrôleur, je m'excuse, le microprocesseur, si il se plante ou si on veut redémarrer le programme dès le début. Donc voilà en résumé un système minimum à base de microprocesseurs. Donc comme j'ai dit, on va voir un exemple d'implémentation pour bien maîtriser ce plan d'adressage et de décodage surtout. Donc voilà, donc l'exemple suivant, on retrouve notre microprocesseur. Donc il a un bus d'adresse de A0 jusqu'à A12. Et c'est un microprocesseur 8 bits. Donc ça veut dire l'espace d'adressage adressable par le microprocesseur, c'est 2 à la puissance 13 maximum. 2 à la puissance 13, ça fait 8 kilo adresse. 2 à la puissance 13, c'est 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 10, c'est 8 kilo adresse. Ça veut dire, et puisque chaque adresse contiendra une donnée de 8 bits, ça veut dire le maximum c'est 8 kilo octets. C'est-à-dire quand je vais choisir ma ROM, ma RAM, mes interfaces et tout ça, la somme de leur capacité ne doit pas dépasser l'espace adressable par le microprocesseur. Donc 8 kilooctets, donc ça veut dire que je peux utiliser une mémoire de 4 kilooctets, une RAM de 2 kilooctets et une EEPROM de 2 kilooctets, et j'ai mis 8 kilooctets. Donc ici, pour simplifier, j'ai utilisé uniquement une ROM, une RAM et un décodage d'adresse. On va voir comment ça fonctionne. C'est un décodeur 3 parmi 8, donc c'est 1438. Donc, on commence par la première question, donc calculer la capacité de la mémoire RAM, pour voir bien sûr, est-ce qu'on va calculer deux capacités pour vérifier qu'on n'a pas dépassé l'espace adressable par le microprocesseur. Donc ici pour la RAM, le bus d'adresse de A0 jusqu'à A8, c'est-à-dire 2 à la puissance 9 mots, et pour le bus de données, c'est 8 bits. Ça donnera 2 à la puissance 9 fois 8 bits, c'est-à-dire 512 fois 8 bits, c'est-à-dire 512 octets ou 4096 bits. Donc du point de vue organisation, c'est 512 mots de 8 bits, ce qui correspondra à 512 octets. Alors maintenant, deuxième question, la capacité de la ROM. La même chose pour la ROM, mais cette fois on voit bien que la ROM, son bus d'adresse, il est de A0 jusqu'à A9, donc on aura 2 à la puissance 10, toujours avec un bus de données 8 bits. Donc c'est important. Le format des mémoires dépendra du processeur. Si j'ai un processeur 8 bits, le format des données sera de 8 bits pour toutes les mémoires. Donc pour la ROM, par exemple, on aura donc, comme on a démontré, de la puissance 10 fois 8 bits, ça veut dire 1 kilomot de 8 bits, c'est 1 kilooctet. Donc largement, on a largement, si on fait la somme, on a largement de quoi faire, donc on n'a pas dépassé l'espace adressable par le processeur. Troisième question, comment se nomme le bus D 0 à 7 et quelle est sa fonction? Donc comme j'ai dit cet exercice, en répondant aux questions, on saura si on a maîtrisé ou non ce premier cours. Donc le bus, donc comme on a vu, ce bus-là, c'est le bus de données, bien sûr. Quelle est sa fonction? Donc, je vous laisse le temps de réfléchir un peu. Donc tout simplement, il va fixer, ce bus de données-là, il va fixer la taille des données qui seront traitées par le microprocesseur. Donc voilà, c'est un bus de données, c'est pour l'échange des données. Et il fixe la taille des données traitées par les microprocesseurs. Donc si c'est un microprocesseur 16 bits, son bus de données sera de 16 bits. Si c'est un microprocesseur de 32 bits, son bus de données sera de 32 bits. Maintenant,
Quatrième question. Quel est le nom du bus A, bus d'adresse? Je viens de répondre. Quel est le nom du bus A012 et quelle est sa fonction? Donc, bien sûr, c'est le bus d'adresse. Sa fonction, donc, il va fixer la plage, la mémoire qui sera adressable par le microprose. Donc, comme j'avais déjà dit, donc c'est le bus d'adresse pour l'adressage des mémoires. Il sera toujours sortant du microprose vers les mémoires. Il fixe la plage mémoire adressable maximale. Donc ici, dans notre cas, c'était de 8 kilooctets. Cinquième question. Quel est le rôle de la branche ou que signifie le terme CS? Alors, CS, et sur quel état logique est-elle valide, cette branche? Donc, CS, c'est la branche ici de la RAM. Donc, comme on a vu dans le cours, CS, C, c'est pour chip, S, c'est pour select. Chip select, ça permet de valider ce boîtier. OE, c'est output enable, c'est spécifique au RAM. Alors, pour la RAM, on peut retrouver un output enable et un write enable avec le chip select. Mais ça, c'est pour choisir soit pour lire, soit pour écrire. Alors, puisque il y a ici le petit rond, ici et CS bar, donc si l'entrée active sur le niveau logique bas, c'est le cas pour toutes les branches de sélection, ils sont actifs sur le niveau bas. Surtout si on a une seule branche de sélection. Si on a plusieurs branches de sélection, comme c'est le cas ici pour le décodeur par exemple, on aura 3 branches de validation. Là, on peut se permettre de mettre 1 ou 2 au niveau haut, comme c'est le cas ici. Donc pour activer ce circuit, on a 2 enable à 0, et le troisième doit être mis à ABCC. Donc maintenant, la 6e question. Donc cochez la bonne réponse. Lorsque CS de la RAM, donc chip select de la RAM, et output enable de la RAM sont à l'état logique 1, que se passe-t-il? Est-ce que les sorties de la RAM et de la RAM sont à 1 ou à 0, suivant les valeurs contenues de la mémoire, ou est-ce que les sorties du circuit intégré sont haute impédance? Donc, 10 secondes pour réfléchir. Donc, si on a ici un 1, c'est-à-dire les branches de sélection sont désactivées. Et comme on a vu dans le cours, automatiquement les bus sont mis hors impédance. Donc, les deux bus sont en haute impédance, high Z. C'est-à-dire la RAM est débranchée des bus, aussi bien que la RAM. Donc, la bonne réponse, c'était la deuxième. Les sorties du circuit intégré sont en haute impédance. Toujours dans le même cadre. Dans le cas où les signaux CS de la RAM, chip select de la RAM et output enable de la RAM sont à l'état bas en même temps. C'est-à-dire j'ai mis ici un 0 et j'ai mis ici un 0 en même temps. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il n'y a pas de conflit. Deuxième réponse, il y a un conflit car les signaux D0 et D7 de ces deux composants sont présents sur le bus de données. 10 secondes. Donc voilà, donc il y a un conflit. C'est un état qu'on ne devrait pas avoir. Donc on ne devrait jamais avoir les deux branches de sélection activées en même temps. Donc la bonne réponse c'est il y a un conflit entre les bus de données, par exemple, puisqu'ils sont activés quand le microprocesseur va envoyer une donnée, elle va être envoyée en même temps vers la RAM et vers la ROM. S'il veut lire une adresse, il va lire en même temps la donnée qui se trouve dans la RAM et celle qui se trouve dans la ROM. Donc, il y aura un conflit. Et le rôle du décodage d'adresse, c'est d'éviter ce conflit. Parce que les sorties du décodeur vous garantissent que les sorties, ils peuvent être à 1 en même temps. Mais aucune des deux, ils ne peuvent pas être à 0 en même temps. Donc, c'est pour ça que le décodeur garantit qu'on n'aura jamais ce cas de figure. D'ailleurs, c'est la suite. Expliquer succinctement le rôle du décodage d'adresse. Donc, son idée, c'est il doit pouvoir générer des signaux qui permettront de sélectionner le boîtier avec lequel le microprocesseur fonctionne, et un boîtier à la fois. Donc, c'est ça l'idée, en fonction bien sûr de l'adresse qui va sortir, en fonction du plan mémoire. On va parler de son plan mémoire après. Donc, la réponse, donc il a pour fonction de générer des signaux pour la sélection des différents boîtiers, que ce soit les mémoires ou les interfaces, avec lesquels le processeur doit communiquer en fonction du plan d'adressage qui va être posé.
Par exemple, ça, cette configuration matérielle correspond à un plan d'adressage bien donné. Donc, on aura deux choix. Soit on vous donne le plan d'adressage et c'est à vous de faire le câblage nécessaire, soit on vous donne un câblage et on détermine le plan d'adressage. Bien sûr, la sélection d'un boîtier à la fois. Alors, maintenant, préparons ce plan d'adressage. Donc, quels doivent être les niveaux logiques ici, parce que ça, A10, A11, A12. On a prélevé une partie du bus d'adresse qui va attaquer le décodeur. Quels doivent être les niveaux logiques A10, A11, A12 afin de sélectionner la RAM et la ROM. Commençons par la ROM. La RAM ici, d'accord. Commençons par la RAM. Donc, pour qu'elle soit sélectionnée, il faut que la broche output 0 soit activée. Donc, c'est normal parce que la branche de sélection de la RAM, elle est reliée à la sortie output 0. Donc, pour que output 0 soit activé du décodeur, il faut qu'on ait ici 1, je m'excuse, 0, 0, 0, parce que le décodeur, je rappelle son fonctionnement, c'est un circuit logique combinatoire. 0, 0, 0, c'est output 0 qui est activé. 0, 0, 1, c'est output 1. 0, 1, 0, output 2. Pour 1, 1, 1, c'est output 7. Donc, pour activer output 0, voilà, on doit avoir 0, 0, 0 au niveau de A0, A1, A2. Donc, 0, 0, 0 au niveau de A10, A11 et A12. Maintenant, pour la RAM, pour l'activer, output enable, donc c'est la sortie output 1. Et pour activer output 1, on doit avoir ici 0, 0, 1 en binaire. Donc, 0, 0, 1 en binaire. Voilà. Donc, on sait maintenant que la RAM sera activée uniquement si A12, A11, A10 sont égales à 0. Et la RAM est activée uniquement si A12, A11 sont à 0 et A10 est à 1. Maintenant, complétons les intervalles d'adresse qui seront mis à disposition de la RAM et de la ROM en fonction de ce qu'on a vu maintenant. Donc voilà, commençons par la RAM. Donc la RAM, son bus d'adresse, sa plage adressable est de A0 jusqu'à A8. De A0 jusqu'à A8. C'est-à-dire 9 bits. Donc automatiquement, on va faire une petite barrière ici. Ça veut dire la première adresse adressable, c'est 000, la dernière adresse, c'est 11. Ça, c'est l'espace adressable par la mémoire RAM. Donc, on a trouvé 512 octets. Maintenant, pour travailler avec la mémoire RAM, je dois la sélectionner. Pour la sélectionner, c'est le rôle de A10, A11, A12. On a vu que A10, A11, A12 doivent être à 0. Pour A9, puisqu'il n'est pas forcé, logiquement on doit le forcer, mais c'est un exercice, il n'est pas forcé, donc on a le choix, soit le mettre à 0, soit le mettre à 1. Le mettre à 0 donnera un plan d'adressage spécifique. Le mettre à 1 donnera un autre plan d'adressage. Moi, je vais le mettre à 0. Et voilà. Donc, ça veut dire, ça veut dire pour toutes les adresses correspondantes à la RAM, dans la plage d'adresse de la RAM, il faut que A10, A11, A12 soit à 0. Ça ne doit pas changer pendant la plage adressable de la RAM. Ça a été fixé par le décodeur pour qu'elle soit active à travers chip select. Donc, je convertis ça en décimal, en hexa. Je donnerai ici 0, 0, 0. Maintenant, pour la plage maximale, l'adresse finale, on a ici F. On a ici F, il va rester 1. Donc, on a ici 0, 0. C'est 0, 1, FF. Donc, ça, c'est la première adresse RAM, la dernière adresse de la mémoire RAM. Faisons la même chose pour la ROM. Mais la ROM, l'espace adressable est de A0 jusqu'à A9 pour la ROM. Donc, ça veut dire qu'on va faire notre petite barrière. Première adresse, dernière adresse. Et pour que la ROM fonctionne, il faut que les A10, A11, A12 soient égales à 0, 0, 1 pendant toute la plage de la ROM, adressable de la ROM. Ça donne comme adresse mémoire 0, 400, 07, F. Donc, j'ai mon plan d'adressage. C'est-à-dire que j'ai la plage d'adresse où fonctionnera la RAM. C'est-à-dire, dès que le microprocesseur va fournir une adresse qui se présente dans cette plage-là,
automatiquement le décodeur va sélectionner la RAM et va désactiver la RAM. Et dès que le processeur fournit une adresse dans cette plage ici, de 0400 à 07FF, automatiquement à travers le décodeur, il va désactiver la RAM et réactiver la RAM. C'est-à-dire le plan mémoire de ce qu'on vient de voir est le suivant. Donc, logiquement, on a dit 8 kilooctets. Si je convertis 8 kilooctets en hexa, ça donnera de 00 à 1 FFF. Donc, 1 FFF, ça c'est l'espace adressable par le processeur. Dans cet espace adressable, on a vu que la RAM fonctionne dans cette plage. Elle fonctionne ici, dans cette plage, de 00 à 01 FF. Et on a vu que la ROM fonctionne dans cette plage, de 0400 à 07 FF. Et là, bien sûr, on peut ajouter notre interface d'entrée-sortie. On va lui fixer sa plage propre, d'autres mémoires. On va leur fixer leur plage propre. Comme on peut faire l'inverse, on peut proposer un plan d'adressage, retrouver ce tableau et déduire le décodage. Donc voilà, j'espère que la structure des systèmes, d'un système minimum microprocesseur, c'est plus ou moins, a été bien comprise avec ce travail. J'ai passé un peu suffisamment de temps dessus, mais ça a été utile. Donc parce que c'est un côté qui n'est plus pris en compte dans les différentes vidéos que je vois, mais ça reste bon à savoir. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, comme ingénieur ou comme technicien, vous aurez à intervenir sur un plan mémoire ou à réaliser un plan mémoire à base de microcontrôleurs, à base de microprocesseurs. Maintenant, on passe à ce que vraiment il va nous intéresser après dans ce cours-là, c'est les microcontrôleurs. Donc on va ici présenter leur architecture typique globale avec deux exemples qu'on va voir. C'est le microcontrôleur PIC16F84 de microchip et le microcontrôleur AVR Atmega 328 de la société Atmel. C'est le microcontrôleur qui équipe les cartes Arduino. Donc, avec les microcontrôleurs, donc, il constitue logiquement une évolution naturelle des systèmes microprocesseurs qu'on a vu et qui permet de rendre la logique programmable plus accessible. Parce qu'avant, avec les systèmes microprocesseurs, on était obligé de réaliser un circuit imprimé avec toute l'architecture qu'on a déjà vue. C'est-à-dire un circuit imprimé avec le processeur, avec le circuit intégré de la RAM, le circuit intégré de la ROM, celui de l'EEPROM, celui des interfaces, celui du décodeur. Alors, donc tout ça, on était obligé de faire un circuit imprimé qui n'était pas évident. Ça veut dire, avec toutes les difficultés que ça comporte, donc c'est pas évident de le réaliser pour n'importe qui. Donc la logique programmable n'était pas accessible pour tout le monde. Donc avec les microcontrôleurs, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? On a intégré tout le système minimum dans une même puce, dans un même circuit intégré. Donc cette puce, elle contiendra, comme j'ai dit, le processeur ici, son plan mémoire, flash, RAM, EEPROM, donc bien sûr, et des timers pour le comptage et la temporisation, une horloge, pas complète, une partie de l'horloge, l'oscillateur de Pierce qui sera complété de l'extérieur, des convertisseurs de données, si on en a besoin, c'est-à-dire des convertisseurs analogiques numériques ou numériques analogiques. Le convertisseur numérique analogique permettra de lire les signaux analogiques, et l'inverse pour le convertisseur numérique analogique, auquel on va ajouter autant d'interfaces d'entrée qu'on veut et autant de bus communication qu'on veut, donc en fonction du système qu'on veut commander. Donc ça, tout c'est intégré dans une seule puce. Il suffit d'alimenter cette puce, donc de fournir son alimentation, soit 5, soit 3,3, et de compléter l'horloge avec un quartz. Donc, et tu as ton système prêt. Une puce alimentée avec quartz et tu as ton microcontrôleur prêt à être utilisé. Donc il est prêt à être utilisé. On branche alors
On va utiliser les ports d'entrée-sortie pour commander nos périphériques, les actionneurs, les capteurs, l'affichage et tout ça. Comme on peut utiliser les bus de communication pour la mise en réseau, la supervision à distance. Par exemple, on retrouve obligatoirement un bus, une interface UART pour la communication de série TX-RX. On peut brancher notre port USB ici, par exemple. Il y a aussi les bus de communication I2C, SPI. On peut faire communiquer notre processeur avec des afficheurs I2C, des mémoires I2C, des capteurs I2C, tout ça. Il y a aussi le bus CAN. Donc, le bus CAN qui permet c'est un bus intersystème. Les bus I2C SPI sont des bus intercircuits. Donc, le bus CAN, c'est un bus intersystème. Ça permettra de relier votre carte, donc la carte tout entière, en réseau avec d'autres cartes à microprocesseur. Donc, voilà l'architecture typique d'un système microprocesseur. Je m'excuse, microcontrôleur. L'architecture typique interne d'un circuit microcontrôleur. Donc, on va voir un exemple d'architecture basique. On va commencer par celle du PIC16 F84 de la société Microchip. C'est le plus basique que je connais des microcontrôleurs. Donc, ça, c'est son boîtier DIL, Dual Inline. Donc, il contient 18 broches. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve l'unité arithmétique et logique avec un registre de travail. Donc, ça, c'est entre guillemets le processeur. Donc, qui va réaliser des opérations arithmétiques et logiques. Son plan mémoire, donc il y a une mémoire flash, 1 kg module 14 bits, programme pour le programme, la mémoire RAM de 68 octets pour les données temporaires, et la mémoire EEPROM, 64 octets pour les données permanentes. Donc, c'est un plan mémoire qui n'est pas ambitieux, mais c'est normal, c'est un microcontrôleur entrée de gamme. Donc, le plan mémoire. À côté du plan mémoire, on retrouve l'horloge qui va être complétée par le quartz. Il y a aussi des timers et des watchdogs. Donc, les timers permettent de faire des temporisations du comptage. Le watchdog, ça permet de superviser le bon fonctionnement de notre microcontrôleur. Et bien sûr, enfin, il y a donc ça c'est le timer. Donc, il y a les ports d'entrée-sortie. Donc, ici, on a accès à deux ports d'entrée-sortie. Le port A et le port B, c'est notre interface d'entrée-sortie. Alors, depuis l'extérieur, comme j'ai dit, c'est un circuit du inline 18 broches. Donc, en résumé, le plan mémoire, c'est 1 kilo de 14 bits, type flash, d'où la lettre F, la mémoire, type flash, 108 octets de RAM et 64 octets d'EPROM. Fréquence d'horloge ici, 20 ça veut dire qu'on peut brancher un quartz de 20 MHz maximum. 13 entrées-sorties pour les ports A et les ports B qui sont divisés en deux ports. Et 4 sources d'interruption avec un timer. 4 sources d'interruption avec le timer. Donc on va reprendre en détail cette structure dans la deuxième vidéo qui va se concentrer sur ce pic-là. Et le watchdog, chien de garde. Le deuxième exemple d'architecture qu'on va voir ensemble, c'est celle de l'AVR Atmega 328P. Donc, il peut se présenter sous forme d'un circuit intégré boîtier TQFP pour Thin Quad Flat Package avec c'est un package MEMS avec 4 faces, ou on peut retrouver donc ça c'est en général des packages pour des soudures côté surface, ou un simple circuit dual inline package avec des soudures côté cuivre. Donc, c'est un processeur 28 broches. Donc, il est un petit peu plus évolué que le 16F84. Le processeur, c'est toujours un processeur 8 bits AVR. Son plan mémoire flash, sa mémoire SRAM et sa mémoire EEPROM, donc son plan mémoire, ça ne change pas. L'oscillateur, là aussi, c'est le même. L'horloge, elle a besoin d'être complétée avec les quartz, comme je dis. Le watchdog, mais à l'inverse du PIC16 F84 qui ne possède qu'une interface USART TX-RX, celui-là il possède un bus SPI, un bus I2C
Il y a aussi un convertisseur analogique numérique, donc c'est un convertisseur qui est plus riche. Je m'excuse. C'est un microcontrôleur qui est plus riche. Lui aussi, donc ça sera la deuxième. Donc logiquement, je prévois avec cette série de vidéos de montrer comment travailler avec 16F84, assembleur et donc sa structure externe et comment le programmer en assembleur en langage C. Puis je vais passer à l'Atmega 328, mais cette fois uniquement en langage C pour terminer avec le STM32, là aussi en langage C. Donc en résumé, donc son organisation de mémoire est beaucoup plus importante, c'est 32 kilooctets de flash, 1 kilooctet de PROM et 2 kilooctets de RAM. Fréquence d'horloge 16 MHz, donc pas grande différence avec le 16F84. Pour les branches d'entrée-sortie, 3 ports, port B, port C, port D, avec 23 entrées-sorties digitales, 6 sorties PWM, et les interfaces internes, donc conversion analogique numérique 10 bits, avec 6 entrées multiplexées, comparateur analogique, 3 timers, les interfaces de communication série I2C, SP et USART, et un watchdog timer programme. Donc voilà, donc on va finir cette vidéo avec un résumé de ce que nous avons appris ensemble. D'abord, on a commencé avec un bref historique des ordinateurs avec comme date clé pour moi George Boole au 19e siècle, entre 17e et 19e siècle, l'architecture de von Neumann en 1945, le premier processeur en 1971 et le premier computer personnel, Apple, en 1976. Puis on est passé au système minimum à microprocesseur. Là aussi, on a vu qu'un microprocesseur, il a besoin pour fonctionner d'un plan mémoire constitué de 3 mémoires, mémoire flash pour le programme, mémoire RAM pour les données temporaires, mémoire EEPROM pour les données EEPROM. Il a aussi besoin d'interface d'entrée-sortie pour communiquer avec les périphériques et d'un circuit d'horloge pour fixer sa fréquence de fonctionnement et un circuit de remise à zéro. Donc, on est passé ensuite à l'introduction microcontrôleur. Là, on a vu l'architecture typique avec les exemples du PIC 16F84 et de l'Atmega 328P. Alors, je vous remercie et je remercie toutes personnes qui ont pris le temps de regarder ma vidéo. Et je vous donne rendez-vous avec la prochaine vidéo, à savoir la prise en main du microcontrôleur 16F84. La première vidéo va concerner la description générale de ce microcontrôleur.